On dit que quiconque domine les océans domine le monde. On a des gens qui viennent d'Israël, du Canada et de toute la ceinture pacifique. De nos jours, les flottes sont gigantesques et bénéficient d'équipements ultra performants. C'est une démonstration de force. Ces bâtiments ont un rôle dissuasif. Destroyers, porte-avions, avions de chasse, hélicoptères et sous-marins. On est une machine de guerre multifonction. Le porte-avions est le bâtiment central. C'est une ville flottante. Jamais l'humanité n'avait réuni autant de puissances mécaniques, humaines et maritimes. Ce sont les bateaux les plus polyvalents que possède la Navy. Nous sommes bien loin de la bataille navale. Les flottes les plus puissantes du monde doivent être prêtes à faire face à n'importe quelle situation. Les menaces maritimes sont nombreuses. Telles que le terrorisme, les torpillages, les catastrophes naturelles ou la piraterie. Le spectre d'une guerre est bien réel. Nous allons mesurer la puissance de la plus grande flotte qui ait sillonné nos océans et découvrir des navires hors normes. Plus la flotte est grande, plus il lui faudra de l'espace pour manœuvrer. Nous partons donc en direction de la plus vaste étendue d'eau du monde. C'est là que nous allons monter à bord de la plus grande flotte internationale jamais réunie. L'océan est vraiment très vaste. Donc parfois, qu'on soit à 5000 nautiques de la côte ou à une centaine de milles, on a la même impression. On dirait qu'on est au milieu de nulle part, mais ce n'est pas le cas. On est sur l'océan et c'est ce qu'il ne faut pas oublier. L'océan est immense. Alors on a beau avoir beaucoup de navires, on n'arrivera jamais à tout couvrir. En réalité, il n'y a qu'un seul océan qui recouvre toute la planète. Ce sont les continents et les îles qui le divisent en différentes parties. La plus grande est l'océan Pacifique. Le Pacifique représente près de la moitié de la surface maritime de la Terre et couvre un tiers de notre planète. Sa superficie est supérieure à la superficie totale de tous les territoires. L'équateur divise l'océan Pacifique en deux parties, le Pacifique Nord et le Pacifique Sud. Plus de 25 000 îles y sont parsemées. L'archipel d'Hawaï se trouve en plein cœur de l'océan Pacifique. La marine américaine y a établi une base à Pearl Harbor. Tous les bâtiments dépendent d'un port. C'est de là qu'ils prennent le large. C'est plutôt la base navale qu'il faut voir comme une machine hors norme. C'est la base qui fournit tout ce qui est nécessaire au bateau. Elle est vitale au bateau. Sans nous, ils ne pourraient pas se déployer et remplir leur mission. Pearl Harbor est un endroit stratégique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu une base navale de premier ordre, et elle l'est toujours aujourd'hui. À plusieurs centaines de kilomètres des côtes, le plus grand exercice maritime du monde va commencer. Son nom, RIMPAC. Il s'agit de la plus grande opération maritime internationale du monde. 26 pays participent à cet exercice qui rassemble 47 navires, 5 sous-marins, 18 armées de terre, plus de 200 avions et 25 000 personnes. La première édition de l'exercice RIMPAC a eu lieu en 1971. Il est organisé tous les 2 ans. L'objectif est de s'entraîner à faire face aux catastrophes naturelles et aux attaques ennemies. La Navy cherche à faire une démonstration de force en mer. Pour garantir la sécurité et la stabilité en mer, on n'a pas d'autre choix que de s'allier. L'exercice RIMPAC, c'est l'occasion de rassembler différentes nations, dont certaines ont même été ennemies par le passé. Les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Allemagne et le Japon dans les années 40. Mais aujourd'hui, ces deux pays sont des alliés importants qui participent à cet exercice depuis des années. On a des gens qui viennent d'Israël, du Canada et de toute la ceinture pacifique. RIMPAC, c'est vraiment une opération de grande envergure. Ce genre d'exercice est important pour la Navy pour plusieurs raisons. Pour commencer, comme on le sait tous, l'océan occupe 70% de la surface de la Terre. Même si notre marine est puissante et performante, on ne peut pas tout couvrir. D'ailleurs, ce n'est pas notre objectif. On veut que nos alliés soient capables de gérer les problèmes qui surviennent dans leur région. L'un des avantages de cet exercice, c'est que s'il y a une catastrophe naturelle et qu'on doit apporter une aide humanitaire, on sait travailler tous ensemble. Avec un tel niveau d'entraînement, c'est aussi l'occasion de prouver qu'on est capable de combattre ensemble. Et quand il n'y a pas de combat, on est prêt à intervenir rapidement après une tempête pour sauver des vies et des infrastructures. 55 pays et territoires sont bordés par l'océan Pacifique. De l'Alaska à l'Antarctique, en passant par l'Amérique et l'Asie, ainsi qu'en Australie et en Océanie.
Garantir la paix dans le Pacifique, c'est la garantir dans le monde. La protection de notre territoire passe avant tout le reste. Ça a toujours été notre priorité. Mais il faut aussi s'assurer que les frontières internationales soient accessibles à tout le monde. Il ne faut pas oublier que la plupart des échanges commerciaux dans le monde se font par voie maritime. L'océan, c'est l'autoroute de l'économie mondiale. Il y a énormément d'échanges commerciaux, ça représente beaucoup d'argent. D'où la nécessité pour les États-Unis d'organiser l'exercice RIMPAC. Ça nous prépare à livrer de grandes batailles ensemble. On doit savoir qui sont nos amis et nos alliés dans l'éventualité d'une guerre. Lorsque plusieurs bâtiments de guerre sont réunis sous un même commandement, on appelle cela une flotte. Dans cette gigantesque formation, chaque bâtiment a un rôle bien défini. C'est le cas du porte-avions USS Carl Vinson, du destroyer USS Terret, ainsi que des sous-marins, des hélicoptères et des avions de chasse. Sans oublier le navire amphibie Bonhomme Richard et son engin de débarquement qui assure la liaison entre la mer et les côtes. Les menaces maritimes sont nombreuses. On a par exemple la piraterie et les trafics. Il se passe plein de choses dans le monde, donc on doit profiter des temps de paix pour travailler ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on saura travailler ensemble quand une crise surviendra. Ces simulations de combat sont parfois appelées jeux de guerre. Cela dit, à Hawaï, on a connu une guerre qui n'avait rien d'un jeu. 7 décembre 1941. Aux premières lueurs du jour, 353 avions de l'armée impériale japonaise décollent de plusieurs porte-avions. Ils lancent un raid aérien surprise sur Pearl Harbor. Ils vont couler 4 sous-marins de la Navy et 6 navires, dont 4 bâtiments de combat. 188 avions américains sont détruits. 2403 Américains perdent la vie. Dès le lendemain, les États-Unis déclarent la guerre au Japon et font leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale. Cette attaque va changer le cours de la guerre, mais aussi la stratégie navale. C'est le début de l'ère des porte-avions. C'est la première fois qu'une telle puissance de frappe aérienne est lancée à proximité du sol américain. Cet événement infâme restera gravé dans l'histoire. Les Américains tireront les leçons de cette attaque dévastatrice menée par des appareils qui ont décollé de porte-avions. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le porte-avions était devenu notre principal bâtiment de guerre. D'ailleurs, tous les pays se servaient d'un porte-avions pour faire une démonstration de force. Aujourd'hui, on compte plus de 40 porte-avions en activité sur les océans. À leur tête, 13 pays différents. Ces forteresses flottantes ne sont pas seulement des aéroports en pleine mer. Ils ont pris la place des bâtiments de combat au cœur des flottes modernes. C'est un bâtiment très imposant. Ce mastodonte est doté de grandes capacités. Partons à la découverte de cette aquamachine exceptionnelle. Un porte-avions est à la fois une base aérienne, un bâtiment de combat et un centre de commandement. En une semaine, il peut atteindre les 4 coins de la planète. Il existe différents modèles de porte-avions. Leur taille va dépendre de la mission qui leur est assignée et du type d'avion qu'ils vont transporter. On les reconnaît facilement à la piste d'atterrissage sur le pont et à leur place en tête de la flotte. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une flotte ? On peut considérer que tous les navires d'une marine constituent une flotte. Ainsi, la flotte comprend différents types de bateaux, des porte-avions gigantesques, des destroyers, des sous-marins, mais aussi des navires plus petits, comme les bâtiments de patrouille et de surveillance. Le terme flotte désigne aussi un ensemble de bâtiments de guerre sous le même commandement. 50% des océans qui recouvrent la Terre ont une profondeur de plus de 3 km. C'est dans ces zones qu'officient les grandes flottes de la Navy. Nous, on est la 3e flotte. On a la 7e flotte qui gère la région Indo-Pacifique. Au Moyen-Orient, on trouvera la 5e flotte et en Europe, la 6e flotte.
Enfin, la 4e flotte intervient en Amérique du Sud. C'est dans les eaux profondes au large d'Hawaï que l'exercice RIMPAC est organisé. Il s'agit de la plus grande flotte internationale jamais réunie. Le plus gros bâtiment de cette flotte est aussi le plus gros bâtiment de la Navy. Il s'agit de l'USS Carl Vinson. Ce porte-avions fait partie de la classe Nimitz. Le porte-avions est le bâtiment central. C'est une ville flottante. En service depuis plus de 38 ans, l'USS Carl Vinson n'est pas passé inaperçu dans les différentes zones de conflit du monde. Il a été déployé pendant la guerre en Irak. C'est depuis son pont que la dépouille de Ben Laden a été jetée à la mer. Il est 3 fois plus long qu'un terrain de football. 6062 personnes sont à bord du Carl Vinson. Plus de 3000 d'entre elles travaillent sur le porte-avions. Le personnel navigant des avions se compose de 2400 personnes. Le navire transporte 90 avions et hélicoptères. On pense parfois que la Navy et l'US Air Force sont 2 corps distincts. En réalité, la Navy fait partie de l'US Air Force. Grâce aux atouts dont elle dispose, elle est la 2e puissance aérienne du monde. C'est l'US Air Force qui lui ravit la première place du podium. À lui seul, le Carl Vinson transporte plus de 70 appareils. C'est une force aérienne en pleine mer. Le pont d'envol a une superficie de plus de 18 000 m² qui sont considérés comme un territoire appartenant aux États-Unis. Ce territoire, on peut l'emmener où on veut pour gérer les affaires de notre pays. Le porte-avions se déplace à une vitesse maximale de 56 km/h dans le Pacifique. Il est aussi rapide qu'un cheval de course. Le porte-avions est équipé de 2 réacteurs nucléaires qui nous permettent de nous déplacer sur l'eau. Ces réacteurs nous fournissent la puissance nécessaire pour naviguer à plus de 30 nœuds en cas de besoin. On met donc très peu de temps pour aller d'un point A à un point B et on est capable de distancer la plupart des navires. Le Carl Vinson peut compter sur la puissance de 2 réacteurs nucléaires Westinghouse A4W. Grâce à ces réacteurs nucléaires, le porte-avions peut naviguer longtemps. C'est crucial quand on mène des opérations de longue durée en pleine mer. On peut aller où on veut sans être obligé de se ravitailler en carburant. La propulsion nucléaire, c'est l'idéal pour aller d'un point A à un point B, que ce soit en termes de rapidité ou d'autonomie. Les navires qui ne sont pas à propulsion nucléaire ne peuvent pas rivaliser. Les réacteurs produisent de la vapeur qui fait tourner 4 énormes turbines. Ils génèrent ainsi une puissance sur l'arbre de 260 000 chevaux, soit 190 MW. C'est l'énergie nécessaire pour alimenter Honolulu. Cette puissance sert à propulser le bâtiment ainsi qu'à fournir l'électricité pour faire fonctionner les équipements électroniques à bord. Le porte-avions constitue avant tout la force de frappe du commandant de la flotte, mais c'est également un moyen de dominer les mers. Il nous offre la possibilité d'être présent au large d'un pays presque indéfiniment. C'est un très bon exemple de démonstration de force, et c'est le bâtiment idéal pour signaler la présence américaine. Il y a beaucoup de personnel à bord, notamment des hauts gradés. Il y a une grosse puissance de feu. Les armes qui se trouvent à bord sont surtout des systèmes de défense qui visent à protéger le bâtiment des attaques. Celui-ci est équipé de 2 missiles 6 Sparrow, de 2 missiles RIM 116 à guidage infrarouge et de 3 canons à guidage radar. Tous sont des systèmes de défense anti-missiles et anti-aériens. Pour avoir un aperçu de la puissance offensive du porte-avions, il faut se rendre sous le pont. Les avions décollent et atterrissent sur ce bâtiment et on ne dispose que de 18 000 m² pour plus de 70 appareils. On a donc besoin d'un espace pour les stocker pour qu'ils ne perturbent pas les vols. C'est pour ça qu'on a un hangar dans la cale. Ce hangar se trouve au cœur du Carl Vinson. Dans cet immense garage, des dizaines d'avions de combat supersoniques sont stationnés. Mark Sorenton est le directeur du hangar. C'est lui qui planifie la maintenance des appareils et qui organise leur déplacement. Il peut parfois gérer jusqu'à 90 appareils. Je suis sûr que la plupart des gens s'imaginent que le porte-avions ne transporte que les appareils qui sont stationnés sur le pont. Ils ne se doutent pas que dans le hangar, il y en a 30 autres. Vous allez entrer dans les coulisses.
L'avion que vous voyez ici a été soulevé avec un cric. Ils vont procéder à la maintenance du train d'atterrissage. On fait toutes les réparations nécessaires. Sans ce hangar, aucun des appareils ne pourrait voler. On a toute une escadrille qui travaille ici et qui s'occupe de réparer les appareils. Ils entretiennent les appareils tout le temps. Ils doivent s'assurer que les avions sont en bon état et que les pilotes pourront accomplir leur mission en toute sécurité. Ici, ce sont les hangars 2 et 3. C'est là qu'on stationne les Super Hornet. Celui que vous voyez ici, c'est le Super Hornet FA-18E. Et là, c'est le FA-18F. Vous en avez aussi d'autres ici et là-bas. Derrière nous, il y a d'autres modèles. Ceux-là, ce sont des bébés, c'est-à-dire les Hornets classiques. C'est un modèle qui date du début des années 90. C'est leur dernier déploiement avec la flotte. Après ça, on va les remplacer. Un autre escadron prendra la relève et il utilisera de nouveaux appareils pour mener à bien ses missions. Demain, ces avions participeront à une simulation de combat dans le cadre de l'exercice RIMPAC. La nuit promet d'être longue pour tous les agents qui travaillent dans le hangar. On travaille en continu pour cet exercice. Il y a toujours quelqu'un en activité. Les agents travaillent du matin au soir. Ils sont en permanence plongés dans une semi-obscurité. Tous les jours, après le coucher du soleil, on éteint toutes les lumières blanches du navire. On allume d'autres lumières qui nous permettent de ne pas être repérés par nos ennemis. Les portes qui donnent sur le pont sont toujours ouvertes. C'est pour ça qu'il faut absolument éteindre toutes les lumières blanches à la tombée de la nuit. Quand on aura fini de s'occuper de tous ces avions, on va procéder à un échange. On va faire descendre tous ceux qui ont volé aujourd'hui et à la place, on fera monter ceux qui sont prêts à passer à l'action demain. Demain, on a beaucoup de lancements et d'appontage au programme. Je pense que ce soir, on va faire monter sur le pont au moins 70% des appareils qui se trouvent ici. C'est une bonne chose que cette opération se fasse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'avantage, c'est qu'on peut faire la plus grande partie du travail la nuit. Comme ça, tout est prêt pour les missions du lendemain. On a beaucoup de boulot et on doit le faire en peu de temps. Il faut être rapide, sans mettre de côté la sécurité. Le hangar est équipé de 4 ascenseurs hydrauliques ultra rapides qui permettent de faire monter les appareils jusqu'au pont d'envol. Chaque ascenseur peut supporter le poids de 2 appareils. Un seul appareil pèse 34 000 kg, soit un poids équivalent à celui de plus de 5 éléphants. La nuit va être longue. Ça va être l'effervescence, mais on essaie toujours de faire ça dans le calme. Il ne faut pas se mettre en danger. C'est notre lot quotidien. Ces équipes disposent de 9 heures pour faire monter 18 avions de chasse sur le pont de cette fabuleuse aquamachine. Au cours de l'histoire, de nombreuses flottes ont pris la mer pour changer le monde. Que ce soit la flotte au trésor de la dynastie Ming en Chine, la flotte romaine lors de la bataille d'Actium, l'armada espagnole ou la flotte de Nelson à Trafalgar. Toutes ont un point commun. Elles prétendaient être les meilleures flottes de leur époque. La formation aéronavale japonaise qui associait le Kido Butai à la marine impériale japonaise a provoqué l'entrée en guerre des États-Unis avec son attaque sur Pearl Harbor. Cette concentration inédite de porte-avions, d'avions et d'équipages incroyables a révolutionné la guerre navale. L'aéronautique navale est alors devenue un élément crucial. Autre flotte impressionnante, celle du débarquement en Normandie. C'est d'ailleurs la plus grande opération de débarquement de l'histoire. Cette flotte achemine jusqu'aux côtes les troupes qui vont précipiter la fin de la guerre. Aujourd'hui, la Navy a 2 fois plus de porte-avions que tous les autres pays combinés. C'est un élément de grande valeur, mais sa valeur ne tient pas seulement à ses capacités. C'est aussi la pièce maîtresse de la marine américaine. Le soleil se lève et déjà, plus d'une dizaine d'appareils ont été montés sur le pont d'envol du porte-avions. Un FA-18 coûte plus de 70 millions de dollars. Pas facile de gérer le stationnement d'appareils qui valent au total plus d'1 milliard. La moindre erreur coûte généralement des milliers de dollars et l'espace est limité. Pourtant, dans la salle de contrôle du pont d'envol,
Cela semble être un jeu d'enfant pour Anthony White, l'officier chargé de gérer les appareils. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le Ouija. C'est la réplique exacte du pont d'envol. Toutes les marques et les couleurs de ce plateau sont identiques à celles que l'on trouve sur le pont. Et les petits avions que vous voyez, ce sont des maquettes des appareils qui sont réalisés à l'échelle. Quand je cherche un endroit où stationner un appareil et que je veux savoir si ça va rentrer, je me fie au plateau. Si ça passe sur le plateau, ça passe sur le pont. Au plus fort de son activité, le pont d'envol est l'un des lieux de travail les plus bruyants et les plus dangereux de la planète. Les lancements et les appontages ont lieu toutes les 25 secondes. Les lancements et les appontages des appareils se succèdent. Tous ces avions participent à différentes missions dans le cadre de l'exercice RIMPAC. Les alliés des États-Unis y prennent également part. Les pilotes qui se lancent et appontent sur le porte-avions n'ont pas le sentiment qu'il soit si gigantesque que ça. Ce sont deux manœuvres particulièrement délicates pour les pilotes de la Navy. Pour les aider à décoller, ils peuvent s'appuyer sur la puissance du porte-avions qui les propulse dans le sens du vent. Mais comment fait-on pour que l'avion atteigne une vitesse de 260 km/h en seulement 2 secondes? C'est simple. On le catapulte. Lorsque l'avion est en position, on y attache une élingue de lancement qui est reliée à la catapulte. Les catapultes sont des cylindres à vapeur qui sont aussi grands qu'un terrain de football. Une fois que tout est en place, le pilote met les gaz. C'est la puissance de la catapulte qui propulse l'avion au-dessus de l'océan. En cas d'incident, le pilote doit s'éjecter avant que l'appareil ne s'abîme en mer. L'appontage est une manœuvre encore plus difficile. Sa réussite ne dépend que d'un élément, le brin d'arrêt. 4 brins d'arrêt sont tendus sur le pont. L'avion est équipé d'une crosse d'appontage fixée sur la queue. Lorsque tout se passe bien, la crosse accroche l'un des brins d'arrêt qui sont connectés à 2 cylindres hydrauliques. Ces cylindres absorbent l'énergie de l'appareil. C'est ainsi qu'il stoppe net un avion qui vole à 240 km/h en 2 secondes. On pense logiquement que le pilote freine au moment de l'appontage, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, dès que l'avion touche le pont, le pilote remet les gaz. En effet, si la crosse n'accroche pas un brin d'arrêt, le pilote doit immédiatement redécoller. Il reprend son envol avant de faire une deuxième tentative. Grâce à ces techniques de lancement et d'appontage, le Carl Vinson se transforme en véritable base aérienne américaine qui peut se déplacer partout dans le monde. Sa superficie de plus de 18 000 m² est un territoire américain en pleine mer. Le porte-avions est au centre de la flotte. En général, des navires plus petits, tels que les destroyers et les croiseurs, l'escortent. Ces navires servent à protéger le porte-avions d'une éventuelle attaque. À chaque fois qu'on se déploie, on évalue la menace. On travaille étroitement avec ces navires qui font partie de la force de frappe du porte-avions. Le porte-avions, les destroyers, les croiseurs, les sous-marins et les navires amphibies forment un groupe aéronaval aux multiples facettes et aux dimensions hors normes. Le porte-avions est l'élément qui a le plus de valeur dans la flotte. C'est pour cette raison qu'il constitue une cible de choix pour les ennemis. Les avions qu'ils transportent valent des milliards de dollars. Mais au-delà de l'aspect financier, ils ont aussi une valeur stratégique. En fait, c'est vraiment un bout des États-Unis qui flotte. On peut aller dans n'importe quel pays. Tant qu'on est sur le pont d'envol de ce bâtiment, on se trouve toujours sur le territoire américain. Et le porte-avions ne se contente pas de transporter les avions. Le commandement de toute la flotte, amiraux et hauts gradés, est également à bord. Les porte-avions sont donc les stars des flottes modernes. De leur côté, les destroyers font office de garde du corps. Plus agiles, ces navires lourdement armés ont pour mission de protéger les porte-avions des avions, navires et sous-marins ennemis qui sont plus maniables que ce géant.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, on disait que les destroyers étaient les lévriers de la flotte. La classe Arleigh Burke, c'est plutôt celle des Pitbull. Voici le USS Sterret, un destroyer lance-missile de la classe Arleigh Burke. Le Sterret est un bâtiment de combat polyvalent. Le rôle des destroyers est de garantir la sécurité des porte-avions, que ce soit le Carl Vinson ou un autre, quand ils sont en mer. L'USS Sterret mesure 155 mètres de long et 20 mètres de haut, de la coque jusqu'au sommet. Ce bâtiment est armé jusqu'aux dents. On est rapide, mobile, on est lourdement armé et on a un sonar. Tous ces éléments nous donnent plusieurs avantages et nous permettent de lancer des frappes fatales. On est le cheval de labour de la Navy. À première vue, ces carrés ne ressemblent pas à des armes classiques. Pourtant, chacune de ces cellules renferme un ou plusieurs missiles, verrouillés, chargés et prêts à être tirés. Sur le pont du Sterret, on dénombre pas moins de 96 cellules de lancement vertical. Avec les systèmes de lancement installés à la poupe et à la proue, on dispose d'un éventail de missiles. On a des missiles de croisière Tomahawk, des missiles sol-air et des missiles de lutte anti-sous-marine. On a différents moyens de combattre. Les sous-marins constituent une véritable menace pour les porte-avions. Les destroyers permettent de garantir la sécurité des éléments les plus précieux de la flotte, comme le Carl Vinson. On peut prendre en chasse les sous-marins ainsi que les navires de surface. On assure aussi la défense aérienne d'une zone ou d'une flotte. Dans le centre de renseignement du Sterret, les officiers détectent, suivent et ciblent toutes les menaces, qu'elles viennent de l'air, de la mer ou des fonds marins. Ils utilisent un système de défense appelé Aegis, qui s'appuie sur des caméras, des radars ainsi que des sonars. C'est ici qu'on piste les menaces aériennes, maritimes ou sous-marines. Ensuite, on procède à l'identification de ces menaces et enfin on les poursuit. Notre mission est de protéger le porte-avions et sa force aérienne lorsque l'on navigue dans le monde. On se dirige vers la proue du navire. On va descendre vers la salle de contrôle du sonar. Nous voici donc dans la salle de contrôle du sonar, à la pointe du navire et au niveau le plus bas. Le Sterret est équipé d'un sonar. Il est situé à l'avant. Le son que vous entendez là, c'est parce qu'on est en train d'activer le sonar. On s'en sert pour sonder les eaux avant que le porte-avions ou les navires qu'on protège ne passent. Notre équipe piste les sous-marins. Soit on les poursuit, soit on modifie la trajectoire de la flotte pour qu'elle soit en sécurité. Nos techniciens analysent le son que nous renvoie le sonar. Ça s'affiche sous forme de graphique. Leur rôle est de déterminer s'il s'agit bien d'un sous-marin ou non. Ensuite, ils transmettent cette information au centre de renseignement. C'est le capitaine et l'officier chargé de la tactique qui décident de la marche à suivre pour l'ensemble de la flotte. C'est la dernière interface entre l'homme et la machine. Le Sterret dispose de 2 rampes de lancement. Chacune est équipée de 3 tubes lance-torpilles qui lancent des torpilles anti-sous-marines MK-46. Et si la menace vient du ciel, le navire peut également la neutraliser avec son canon pivotant de 20 mm à guidage radar. Sous le pont, c'est le lieutenant Patrick Love qui est aux commandes. L'ingénieur en chef contrôle les 4 énormes turbines à gaz du Sterret. Je vous emmène dans un endroit qu'on considère comme le cœur du bâtiment. C'est la station centrale de contrôle. Comme vous pouvez le constater, il y a 4 moteurs principaux. On a aussi 3 turbines à gaz. Le bateau a la capacité de générer une puissance de 100 000 chevaux. Il faut savoir que chaque générateur produit environ 3000 kW d'électricité. C'est la quantité d'électricité nécessaire pour alimenter une petite ville. L'USS Sterret atteint la vitesse maximale de 55 km/h, une performance quasiment équivalente à celle du porte-avions. En revanche, il est beaucoup plus agile. Le bâtiment peut faire volte-face et quand c'est le cas, mieux vaut bien se cramponner. Les hommes qui se trouvent à bord du destroyer se cramponnent dès que le navire tourne. Le navire peut atteindre 15 degrés de gîte quand on tourne brusquement. Nous sommes sur le pont d'envoi. Le bâtiment se déplace à une vitesse de plus de 30 nœuds. Ça représente une puissance sur l'arbre de 100 000 chevaux. Ce sont 2 arbres qui dégagent cette puissance et permettent à ce bâtiment de 9 000 tonnes de se mouvoir sur l'eau. C'est ce qui rend ce bateau si exceptionnel.
Grâce aux hélices à pas variables et au dos gouvernail, le navire peut faire volte-face. Et comme vous le voyez, on est presque plongé dans l'océan. Le niveau de l'eau arrive au bord du pont. Les menaces sont nombreuses. L'USS Sterett a même déjà été attaquée par des pirates. À son bord, on trouve une unité antiterrorisme. C'est le lieutenant Kiefer Bone qui la dirige. Tous les membres de mon équipe ont été sélectionnés puis ont été formés au sein même de la Navy. Lors de cette formation, ils ont appris les mouvements tactiques. Ils ont également suivi des cours sur les armes. Ces cours sont dispensés par les Navy SEALs et des fusiliers à la retraite. Ce sont des experts dans leur domaine. Ils savent trouver la tactique adéquate pour défendre le bâtiment contre toute menace extérieure. Hautement qualifiée, l'équipe peut faire face en cas d'invasion du navire. Elle est aussi prête à intervenir si l'équipe du Sterett doit monter à bord d'un navire ennemi. On ne gère pas seulement les menaces sur le Sterett, on intervient aussi sur d'autres navires. On doit parfois prêter assistance à ces navires ou les aider à combattre des pirates. On utilise les mêmes tactiques et les mêmes mouvements que si on était à bord du Sterett. L'équipe acquiert donc de l'expérience sur les autres navires et sur le Sterett. Pour le commandant Claudine Kalouori, l'officier le plus gradé du bâtiment, le Sterett ne se résume pas à une coque, à un arsenal militaire et à des énormes machines. Travailler sur ce bâtiment nous donne une leçon d'humilité, parce que c'est tout l'équipage qui lui donne vie. Il faut que tous les membres de l'équipage travaillent main dans la main. C'est vraiment quelque chose d'incroyable quand on voit tous ces gens qui s'activent pour qu'on remplisse notre mission dans les temps. Et le Sterett fait lui-même partie d'une gigantesque équipe. Le porte-avions est un véritable aéroport flottant, capable de transporter 70 avions de chasse supersoniques. Quant au destroyer, grâce à sa rapidité, sa manœuvrabilité et son autonomie, il est devenu la référence en matière de combat entre navires en mer. Néanmoins, parfois, le combat ne se fait plus en mer mais sur la terre ferme. Après Pearl Harbor, le porte-avions a subi de profonds changements. La marine a aussi tiré des leçons du débarquement. C'est ainsi qu'un bâtiment très spécifique est devenu indispensable. Il transporte d'autres embarcations. Nous allons vous présenter une autre aquamachine. Il est partiellement submersible et possède de grandes capacités d'adaptation. C'est un bâtiment aux multiples facettes qui sert de porte-avions et d'hôpital. Il transporte aussi du personnel et il est doté d'un garage immense et d'une rampe de lancement. Préparez-vous car l'USS Bonhomme Richard est sur le point de débarquer sur la plage de façon spectaculaire. Le Bonhomme Richard est un navire d'assaut amphibie qui pèse 40 tonnes. Il mesure 257 mètres de long. Son équipage est composé de 1200 membres, mais il peut également transporter 1687 soldats. La première différence entre l'USS Carl Vinson et l'USS Bonhomme Richard, c'est que le Carl Vinson est un porte-avions à propulsion nucléaire. Lorsqu'il est déployé, il est accompagné de bâtiments escorteurs qui le protègent. Sa fonction principale, c'est de faire une démonstration de force et de montrer notre puissance de frappe au monde entier. Pour sa part, l'USS Bonhomme Richard est un bâtiment amphibie qui dispose aussi d'une force aérienne. Il fait à peu près 2/3 de la taille du Carl Vinson. Il mesure 257 mètres de long pour 32 mètres de large. Le Bonhomme Richard est aussi plus lent que le porte-avions Carl Vinson et le destroyer Sterett. Sa vitesse maximale est d'un peu moins de 40 km/h. Mais sa polyvalence nous fait rapidement oublier qu'il pêche en termes de vitesse. Ce sont les bateaux les plus polyvalents que possède la Navy. Ils sont déployés pour faire une démonstration de force au large des côtes, lorsque les Marines doivent atteindre un objectif. À lui seul, ce bâtiment pourrait déclarer la guerre à un petit pays et sortir vainqueur, vu les moyens dont on dispose à bord. Son pont d'envol est presque aussi grand que celui d'un porte-avions. Il est équipé de plusieurs missiles sol-air anti-aériens, ainsi que de 9 canons et mitrailleuses. Malgré tout, ce n'est pas seulement un bâtiment de guerre. Au contraire, il sert de plus en plus à rétablir la paix et à apporter une aide humanitaire. Ces dernières années, il a principalement été déployé dans le cadre de missions humanitaires.
Ces bâtiments sont toujours les premiers sur place, en cas de besoin. C'est pour cette raison que je les considère comme les premiers intervenants maritimes. Un ouragan n'aura pas les mêmes conséquences qu'un séisme ou qu'une éruption volcanique. On peut récupérer des blessés sur la côte puisque ce bâtiment dispose du plus grand hôpital flottant. Bien sûr, il y a aussi l'USNS Mercy et l'USNS Comfort, mais c'est différent parce que ce sont des navires hôpitaux. Finalement, le plus gros atout de ce bâtiment, ce n'est pas son potentiel aérien, mais son hôpital. En effet, sur le bonhomme Richard se trouve un véritable hôpital. L'équipe soignante se compose de 30 personnes, dont 3 docteurs. C'est le capitaine Stephen Harless qui la dirige. Là, on est dans la zone de triage centralisée. Si on a un nombre important de blessés à soigner, c'est ici qu'on les prend en charge dans un premier temps. L'ascenseur Medivac les récupère sur le pont d'envol ou dans le hangar au niveau inférieur. On va d'abord examiner les patients ici pour déterminer la gravité de leurs blessures. En fonction de leur état, soit on les enverra directement au bloc opératoire, soit ils iront dans le service de soins intensifs. Si un patient doit être opéré en urgence, on l'emmène ici, au bloc opératoire. On a un service de traumatologie et de réanimation ici. Là, ils sont en train de faire un exercice. Dans la zone de triage, qu'on appelle aussi zone de traitement, on a tous les médicaments et le matériel nécessaire pour maintenir les fonctions vitales du patient en cas de problème cardiaque ou de grave traumatisme. On va d'abord réanimer le patient. Si on pense qu'il a besoin d'être opéré, on le ramène ici, dans notre bloc opératoire. C'est l'un de nos plus grands blocs opératoires. On fait en sorte qu'il soit toujours prêt à être utilisé. On peut y pratiquer des interventions chirurgicales à ciel ouvert ou des coloscopies et des endoscopies chirurgicales. La particularité du bonhomme Richard, c'est que c'est un bâtiment d'assaut amphibie qui permet aussi d'accueillir et de soigner des blessés. On dispose donc de tout le nécessaire pour pratiquer des opérations chirurgicales sur nos soldats blessés quand on est dans les zones de combat. On a la possibilité de s'agrandir et d'avoir 6 blocs opératoires. Dans ce cas, d'autres équipes médicales viendront à bord pour réaliser ces interventions. Voici le service de soins intensifs. C'est ici qu'on emmène les patients pour les soins post-opératoires. On y traite aussi les patients qui ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale, mais qu'on doit monitorer et soigner. Ce service de soins intensifs a une capacité d'accueil de 15 lits. Chaque lit est équipé de prises oxygène et de moniteurs pour contrôler les constantes. Il y a aussi un respirateur et un système d'aspiration. On peut donc soigner les insuffisances cardiaques et les traumatismes sévères dans cette pièce. Mais pour découvrir ce qui fait la singularité de bâtiments tels que le bonhomme Richard, il faut plonger dans les entrailles du monstre. Voici le coffre. C'est un garage qui abrite des aéroglisseurs, des véhicules blindés amphibies et des engins de débarquement. La particularité du navire à coffre, c'est qu'on peut partiellement le submerger. Et pour le submerger, la technique est simple. On le remplit d'eau. On peut parler d'un chaos maîtrisé. C'est vrai que ce n'est pas logique. En général, on ne veut pas qu'un bateau soit rempli d'eau. Ces plateformes sont spécialement conçues pour avaler une grande quantité d'eau. Mais il faut faire attention quand on remplit le coffre. Ça peut être extrêmement dangereux pour le navire. Le risque, c'est tout bonnement de le faire couler. Pour le grand public, ces bateaux sont des aéroglisseurs. Dans la Navy, on parle d'engins de débarquement à coussin d'air. Ils ont l'air minuscules à côté du bonhomme Richard. Cela dit, chacun pèse plus de 180 tonnes. Selon les besoins de la mission, on peut les équiper de lance-grenades ou de mitraillettes. L'équipage de ces engins se compose de 5 personnes. Ils transportent jusqu'à 60 tonnes de marchandises. Ils sont même capables d'acheminer un tank sur les côtes. L'aéroglisseur est propulsé par 4 turbines à réaction qui dégagent une puissance totale de 20 000 chevaux. Il peut naviguer à 72 km/h, même avec un chargement maximal. Cette embarcation, c'est l'équivalent d'une Lamborghini sur l'eau. Elle est très rapide. Elle est vraiment rapide pour un engin de cette taille. L'aéroglisseur permet aux Marines de faire la liaison entre la terre et la mer. On les dépose sur la plage pour qu'ils aillent combattre. Quand on est à bord d'un aéroglisseur, on a l'impression d'être dans un rêve ou sur un nuage. Mais parfois, on se prend des vagues.
Et là, c'est moins drôle. On sent vraiment bien toutes les vagues. Mais avec une embarcation aussi grosse, on fend les vagues, quelle que soit leur taille. On ne se pose pas de questions. On sait qu'on peut naviguer quand les vagues atteignent 2 mètres de haut. Mais c'est le maximum. C'est violent, on sort les sacs à vomi pour les Marines. En plus des aéroglisseurs, des véhicules blindés amphibies s'élancent du coffre du bâtiment. Ce sont des tanks capables de naviguer. Ces blindés sont remplis de Marines car la spécialité de ces soldats, ce sont les opérations amphibies. À l'occasion de l'exercice de simulation de guerre RIMPAC, 26 nations et leurs forces armées sont réunies. Le but de cette opération est d'apprendre à travailler conjointement en mer, mais elle implique aussi le déploiement de soldats sur les côtes. Les équipages qui sont aux commandes de ces véhicules blindés amphibies sont composés de marins de la Navy. À bord, il y a également des Marines ainsi que des combattants des infanteries japonaises et tongiennes. Ces véhicules amphibies sont des blindés qui servent à transporter le personnel. Ils font les allers-retours entre la mer et la côte. Ils transportent 21 Marines qui sont équipés pour le combat. L'équipage est composé de 3 personnes. Les véhicules sont dotés de mitrailleuses de calibre 50 et de MK-19. Ils ont été mis au point pour acheminer les Marines jusqu'aux côtes. Une fois arrivés, ils peuvent aussi combattre sur terre. Ce sont des véhicules tout-terrain qui viennent en renfort des attaques de l'infanterie, puisqu'ils sont équipés d'armes lourdes. En plus, ils sont blindés, donc ça permet aux soldats de se protéger, ce qui n'est pas le cas quand ils sont dans un Humvee, un camion ou à pied. Bien que la Navy et le corps des Marines soient 2 branches distinctes de l'armée américaine, elles ont un passé en commun. On entretient une relation privilégiée, parce que ce sont 2 services apparentés. On vient de la même lignée et on a été fait du même bois. On n'a pas la même relation qu'avec les autres corps de l'armée, parce qu'on combat aux côtés de la Navy. Quand on débarque sur les côtes, ce sont les bâtiments de la Navy qui nous aident avec leurs forces de frappe. Ils nous apportent aussi un soutien dans les airs avec leurs appareils, et c'est de leurs bâtiments que les appareils des Marines s'envolent. Notre commandement est à bord de leurs bâtiments, et ils évacuent et prennent en charge les blessés. On doit sans cesse travailler pour faire en sorte que cette relation fonctionne bien. Parce que ce n'est pas toujours évident. Sans la Navy, on ne peut pas se rendre sur les zones de combat. À l'origine, les Marines assuraient la sécurité sur les bâtiments de la Navy. Très souvent, c'est la Navy qui les transporte, puisqu'ils sont sollicités pour les opérations amphibies. Aujourd'hui, c'est une équipe internationale qui débarque sur la plage. Une base navale qui n'est plus en service va faire office de ville ennemie. Voilà le scénario qu'on nous a donné. Des forces ennemies ont créé un camp d'entraînement et ils ont pris des civils en otage. Les véhicules blindés amphibies naviguent à environ 5 nœuds. Ils débarquent sur la plage et s'emparent d'une zone appelée tête de pont. Les véhicules blindés amphibies naviguent à environ 5 nœuds. Ils débarquent sur la plage et s'emparent d'une zone appelée tête de pont. Puis l'infanterie débarque des véhicules et étend cette zone en s'enfonçant dans les terres. Elle lance l'assaut. On engage des contractuels pour jouer les ennemis. Ce sont des gens qui travaillent dans ce domaine à plein temps. Ils sont spécialisés dans les tactiques ennemies et ils connaissent les procédures. Ils ont aussi l'équipement nécessaire pour simuler un combat. Ils font plein de choses pour que ça se rapproche de la réalité. On fait aussi appel à des Marines. Ils sont détachés pour jouer les opposants ou les civils. Comme ça, ils peuvent décrire ce à quoi ressemblerait une ville active aux Marines qui s'occupent des entraînements. On a ainsi une image plus réaliste. L'infanterie, c'est toujours l'élément principal. Tout tourne autour d'elle. C'est vraiment impressionnant d'assister à une opération conjointe de la marine, de l'armée de l'air et de l'armée de terre.
Ensemble, elles sont pratiquement invincibles. À l'heure actuelle, les flottes doivent trouver la solution appropriée pour relever tous les défis. La flotte est en évolution constante. Plus qu'une formation, c'est un concept, un ensemble de bâtiments sous le même commandement. Par le passé, les flottes ont apporté des changements dans le monde. À l'inverse de nos jours, les différentes marines du monde se réunissent pour l'exercice RIMPAC, afin de s'assurer que la situation n'évoluera pas sur les mers et que la paix perdurera. Tous les bâtiments que l'on voit sur les mers aujourd'hui, que ce soit les porte-avions ou les autres navires de la Navy, ce ne sont que des outils, des instruments. Et ces instruments servent à exercer un pouvoir national. Ils ont une importance d'un point de vue diplomatique et militaire. Ils sont aussi utiles aux services de renseignement. Le but de tout cela, c'est de garantir la sécurité, la stabilité et la prospérité dans le monde entier. Ces bâtiments ont un rôle dissuasif. Ils stabilisent la situation. On les déploie au large d'un pays pour envoyer un message. En temps de crise ou de guerre, ces bâtiments nous permettent d'atteindre notre objectif ultime. Et cet objectif, c'est la victoire. On est prêt pour ça à tout moment. La Navy a divisé les océans en 7 zones, chacune ayant sa flotte. Les bâtiments rejoignent une flotte, puis la quittent pour en intégrer une autre. Grâce à des opérations comme RIMPAC, les bâtiments de la Navy contribuent à la formation de flottes internationales. Cette collaboration avec les autres forces armées du monde permet de garantir la sécurité sur les eaux internationales. C'est aussi un moyen d'éviter que les échanges commerciaux ne soient interrompus. C'est fondamental pour l'économie mondiale. Rien ne doit faire obstacle aux échanges commerciaux. C'est le rôle de la Navy de s'en assurer. Les atouts majeurs de la Navy sont la taille et le nombre de bâtiments qu'elle possède, leur polyvalence et leur diversité. Elle dispose d'un large éventail de bâtiments allant des porte-avions aux véhicules amphibies. Alors, quel est l'avenir de la flotte de la Navy ? On doit toujours pouvoir se déplacer sur les mers. Ça ne changera jamais. C'est la technologie qui va évoluer. On aura peut-être des équipements plus petits et plus performants. Pour certaines missions, on aura sans doute besoin de moins de personnel. Mais globalement, c'est la technologie qui sera différente. On aura recours aux nouveaux équipements disponibles. On a déjà un aperçu des innovations. On commence à avoir des engins qui ne nécessitent plus la présence d'équipage. C'est le cas dans les airs, en mer et même sous la mer. Maintenant, on doit réfléchir à la façon d'intégrer ces nouveaux équipements. Il faut trouver le meilleur moyen de les faire fonctionner en harmonie. Si on prend l'exemple des armes, celles qui vont bientôt arriver sur les navires sont toutes des armes de nouvelle génération. On a déjà un avion de combat multirôle sur un bâtiment similaire à celui-ci. On parle aussi beaucoup des systèmes à laser. Toutes ces nouvelles armes seront opérationnelles d'ici peu de temps. L'océan. Cette vaste étendue est le théâtre d'échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Elle rassemble et sépare les peuples. Les hommes ont cartographié tous les territoires. Ils en ont pris possession et ont délimité des frontières. L'océan, lui, a toujours été libre d'accès. Mais les flottes des différentes forces armées ont commencé à se disputer les nombreuses richesses de la mer. Avec l'opération RIMPAC, l'objectif est qu'à l'avenir, les flottes travaillent ensemble sur les océans qui recouvrent notre planète, afin d'apporter de la stabilité à tous les pays. Tous les 2 ans, la flotte de RIMPAC s'agrandit, car de nouveaux pays rejoignent l'aventure. D'autres bâtiments participent également à l'opération. Ces navires plus grands, plus rapides et toujours plus connectés sont capables d'intervenir dans toutes les zones, quelle que soit la profondeur de l'océan. C'est donc dans une flotte que l'on peut apercevoir les plus belles aquamachines.